télévisé. Je vous prie de bien vouloir vous installer, mon cher John de Lorraine, c'est ainsi qu'on vous appelle sur les réseaux sociaux. D'abord, merci infiniment pour votre confiance. Merci de me faire confiance, de nous faire confiance, puisque vous n'êtes jamais passé à la télévision, qui plus est en direct, mais vous nous avez séduit, vous nous avez touché, vous êtes fait remarquer à plusieurs reprises parce que vous êtes un lanceur d'alerte hors du commun. Je parle un peu pour que vous puissiez bien prendre votre place. Je sens qu'il y a des petites palpitations, mais Absolument, ça va s'arranger. On ne va pas mentir. Oui, mais ça va s'arranger. Ça va bien se passer. Vos émotions, il ne faut pas les contrôler. Par exemple, il y a un tweet de Yael Bonne Privé qui vous a répondu. Le tweet de Lucas, l'agriculteur. Ici, nous avons levé des fonds justement pour aider Lucas qui a partagé sa cagnotte avec nous en direct. C'est vous qui avez révélé son cas. La fête de la musique, les images après le match de la Ligue des Champions du PSG. Vous êtes incroyablement actif sur les réseaux sociaux et ça impacte ensuite le réel. Vous partez du réel pour impacter ensuite le réel. Qui êtes-vous ? Alors bonsoir Christine, bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs, merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi je m'appelle Jonathan, il n'y a pas de cachotterie, et j'ai 34 ans. Évidemment, vous me connaissez sur le nom de John de Lorraine sur les réseaux sociaux. Et on peut appeler ça, entre guillemets, un citoyen engagé, un journaliste citoyen, lancer des alertes sur certains sujets. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qu'on sous-estime, parfois même avec des petits comptes qui vous envoient des informations, qui vous permettent de relayer des choses qui arrivent dans la sphère publique. Et ça qui est exceptionnel, pardon. Et on se rend compte aussi qu'en prenant ces dispositions et en disant la vérité et en montrant le réel en fait tous les jours, vous avez énormément de gens et vous pouvez devenir la bête noire de journalistes, de personnalités politiques. Bien sûr. Et c'est pour ça que je trouve courageux, parce que je vous ai demandé à plusieurs reprises, est-ce que vous avez vraiment... vous allez oser montrer votre visage. Alors, avant d'aller justement sur les différents tweets et posts que vous faites, oui. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Vous avez 35 ans, vous êtes marié, vous avez un enfant et vous avez, je le disais là dans mon titre, que vous êtes un cadre CSP+, en fait, qui a pété les plombs pour sauver la France. Je caricature un peu, mais qu'est-ce que ça veut dire en clair ? C'est vraiment l'image qu'on imagine du jeune cadre dynamique qui travaille 50, 60 heures par semaine en ayant fait des études de finance. Et à un moment donné, un jour, en fait, on est dans l'open space, c'est vraiment passé comme ça pour moi. On lève la tête puis on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et on regarde l'état du pays et on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? À quel moment je peux voir cet état de délabrement et laisser les choses en train de s'enfoncer ? Et j'ai pris la décision, en fait, à un moment donné, de faire ça en parallèle avec mon travail. J'ai axé beaucoup de choses aussi pour révéler, pour relayer, partager de l'information, pousser des coups de gueule aussi. Et c'est ce qui a plu et surtout déplu à des gens. Et comme je vous disais, des fois, quand on est la bête noire de quelqu'un, ils essayent de vous nuire en contactant votre employeur, en mettant la pression aussi sur vos employeurs pour essayer que ça vous nuise à votre travail. Je pense que ça concerne aussi des millions de Français. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important dans la société actuelle. Que quand vous avez des idées d'une certaine partie de l'échiquier politique, on essaie de vous faire tomber, de vous faire perdre votre travail. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Mathieu en parle régulièrement, étiqueté pour avoir votre mort sociale. Exactement. Et là, on remarque très bien que le deux poids, deux mesures est complètement différent. Il y a des choses qui sont autorisées d'un côté, pas de l'autre. Et donc, moi, j'ai continué en fait dans cet esprit-là. Excusez-moi, oui, Jonathan, comment ça vous est venu ou ça vous a pris aux tripes, là, de vous dire « je veux sauver la France » ? Moi, personnellement, alors je sais qu'il y a des gens, ça fait très longtemps. Moi, personnellement, ça s'est déroulé durant la crise sanitaire où on s'est retrouvé à avoir des documents qu'on devait signer soi-même, se faire contrôler dehors, ce qui a amené ensuite le pass sanitaire et d'autres dérives par la suite. Et on s'est rendu compte finalement qu'on était dans un État qui était là pour nous protéger, mais finalement qui nous contrôlait. Et qu'il y avait vraiment une relation de l'État et du citoyen qui était beaucoup plus stricte que ce qu'on imaginait auparavant. Et en fait, ce qui s'est passé par la suite, c'est que de ces années 2020 à maintenant, on se rend quand même compte que le pacte qui a été fait, les Français, de la confiance qui a été donnée à l'État à cette époque-là, le pacte a été rompu, la confiance a été trahie finalement des Français. Parce que quand on regarde le bilan, c'est 3 300 milliards de dettes, 112% du PIB. Vous avez les intérêts de la dette, c'est entre 66 et 70 milliards par an, qui fait même plus que le budget de la défense. Et j'ai un chiffre qui est, je pense, très important parce que je trouve qu'on oublie de le dire, c'est le prix du caddie, par exemple. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, entre 2022 et 2025, c'est plus 22% sur les produits dans le caddie. Et vous comparez avec le SMIC qui est à peu près à 12%.
Donc ça fait que vous avez quasiment une accélération double de ce qui se passe au niveau du SMIC. Donc c'est tout ça en fait qui Tout ça vous fonctionne pas. révolte. Tout ça ne fonctionne pas en fait. Et c'est ainsi donc avec le Covid que vous vous êtes dit petit à petit effectivement que vous avez mieux à faire et à sauver la France. Vous travaillez en parallèle aujourd'hui ou pas? Non, moi j'ai tout arrêté aujourd'hui parce que je me suis dit... alors évidemment au début c'était pas un succès. Aujourd'hui ça se passe un petit peu mieux parce que je suis à peu près à plus de 60 000 abonnés. Je remercie tous les gens d'ailleurs pour l'énorme soutien. Ça m'a vraiment touché. Je tenais à le dire à l'antenne. Et ça fait à peu près 613 millions d'impressions par an, juste en étant entre guillemets tout seul. J'ai une dizaine de personnes qui m'aident tous les jours, pardon. Et vous avez surtout l'aide de gens qui viennent vous apporter l'information. Donc derrière, quand même, c'est tout un climat aussi qui change. C'est tout un domaine de l'information qui change. Parce que quand on regarde en fait les rapports de l'Arcom qui vous disent que 94% des Français s'informent tous les jours. Donc ça passe surtout par les médias télévisés. De l'autre côté, on regarde la courbe qui augmente le plus, c'est celle des réseaux sociaux. Et on voit même que la première source d'information pour les jeunes, ce sont les réseaux sociaux. Donc il y a une relation avec l'information qui est complètement différente, une consommation de l'information qui est aussi différente, surtout selon les populations. Alors, comment les réseaux sociaux peuvent changer quelque chose selon vous? Je prends l'exemple de la flamme du soldat inconnu. C'est vous qui avez révélé cet homme qui vient allumer sa cigarette. On voit ici les images sur la tombe du soldat inconnu. Comment en êtes-vous arrivé à révéler cette image? Alors pour vous dire la vérité, moi j'ai trouvé ça sur notre réseau social. J'ai contacté la personne en lui demandant qu'est-ce qui s'était passé. Et je crois que c'était une touriste lituanienne. Et à partir du moment où je l'ai posté, j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui le reprenaient. J'ai même eu les forces de l'ordre, et je tenais à le dire, qui ont fait un très bon boulot aussi, qui m'ont contacté. Je leur ai donné toutes les informations. Très intéressant. Et ça a permis, en fait, par la suite, de retrouver cette personne. Alors, évidemment, c'est pas que moi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnalités, de journalistes qui ont travaillé sur ce sujet. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a un poids qui est nécessaire et qui peut aider, en fait, sur certains sujets. On va faire un petit tour de table. J'aurais tellement de questions à vous poser, mais j'aimerais bien que les mousquetaires vous interpellent aussi. Alors, vous lisez les journaux, vous regardez ce qui se passe à la télévision, ainsi de suite. Les informations que vous mettez de l'avant, est-ce que c'est des informations que vous trouvez souvent dans les grands médias, mais qui ne sont pas valorisées, entre guillemets, ou c'est quelque chose, les réseaux sociaux produisent une information nouvelle qui avait été complètement occultée par les grands médias? Alors ça, c'est une très bonne question parce que ça va dans deux sens. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a tout un aspect des réseaux sociaux qui sont dans le commentaire, en fait, de ce qui se passe dans les médias et au niveau de la télé surtout, et comme les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Dans l'autre sens, vous avez également des gens, et ça je veux mettre l'accent dessus aussi, je travaille avec eux, qui sont capables de vous sortir une expertise par rapport à leur métier. Souvent, ils sont sous anonymat ou pseudonymat, et ça leur permet en fait de faire des révélations qui après arrivent aux journalistes, qui après arrivent dans les médias. Par exemple, il y avait eu l'affaire sur Najat Vallaud-Belkacem. On avait regardé de ce qui s'est passé, si c'était vraiment un concours ou une nomination directe. À la Cour des comptes. Exactement. Cet été. Vous avez quelqu'un que je connais également qui regarde sur les nominations de l'Arcom, qui regarde sur les nominations du Conseil constitutionnel, juste pour s'assurer en fait que tout se passe bien. Donc vous êtes extrêmement bien informé et bien entouré. Gabrielle Cluzel, une question, on continue notre tour de table. Oui, je me demandais comment vous vérifiez vos sources, en fait, parce que c'est le sujet principal, c'est-à-dire qu'on peut avoir des images extrêmement choquantes, mais il faut être sûr du contexte, il faut être sûr de l'endroit où ça a été tourné. Est-ce que c'est quelque chose... Vous n'êtes pas journaliste de profession, mais j'imagine que petit à petit, vous vous êtes fait une procédure dans ce domaine pour ne pas diffuser n'importe quoi. Avec des images générées par l'IA aussi. Oui, voilà. Exactement. Et ça, c'est un vrai sujet. Je tenais à clarifier ça aujourd'hui. Je vous remercie pour la question. C'est que oui, il faut absolument travailler aussi. Il y a bien des ingérences qui viennent d'autres pays, donc il faut faire très attention à ce qu'on partage. Parfois, on peut se tromper. Il faut le dire aussi. Ça, c'est très important. Et en fait, je pense qu'il y a des sources qui sont, entre guillemets, safe, comme on dit, que ça soit de l'AFP ou des médias assez connus. Mais au niveau de l'information, il y a aussi une vérification à faire par rapport à l'expertise de la personne, par rapport à... Ce qui marche très bien, c'est les contre-sources. Voilà. Quand vous avez une information, vous essayez de la croiser avec plusieurs médias, avec un expert, et si vous avez 2-3 choses qui se convergent ensemble, là, vous êtes sûr que votre information est correcte. Donc, pour sauver la France, être bien informé et recouper à ces informations. Charlotte Dornelas. Oui, vous disiez qu'il y a de plus en plus de gens qui s'informent sur les réseaux sociaux, donc c'est indiscutable. Les réseaux sociaux sont souvent l'objet de volonté de contrôle, parce qu'on y trouve le pire aussi, c'est indiscutable, mais il y a des lois qui s'accumulent pour tenter de les censurer. Quel est pour vous le rôle positif, du coup, dont on parle moins des réseaux sociaux, notamment dans l'information ?
Moi, je dirais, bon voilà, c'est pas par chauvinisme, mais c'est ce qu'on essaye de faire avec beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de médias alternatifs qui essayent de le faire, peu importe du bord de l'échiquier politique, parce que j'ai vu qu'ils n'étaient pas très contents que j'étais là, mais ça, il n'y a pas de problème. Je pense qu'eux aussi ont leur rôle à jouer. C'est très important dans le métapolitique, que ça soit à gauche, au centre ou à droite, qu'ils soient présents en fait pour pousser des idées. Mais moi, je pense que là où il y a un gros danger, et je pense qu'il faut vraiment faire l'accent dessus, c'est sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois sur l'authentification sur les réseaux sociaux. On utilise la raison de protéger les enfants de moins de 15 ans, mais derrière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que si à la fin, on prend sa carte d'identité pour la mettre dans un réseau social, qu'après les données sont stockées je ne sais où, utilisées par je ne sais qui, où est-ce que ça va finir, en fait, finalement? Et il y a un gros danger, déjà avec le piratage, avec le fait de l'utilisation des données et avec le fait de la protection de l'identité. On parlait tout à l'heure de se protéger par rapport au monde réel de ce qu'on disait sur les réseaux sociaux. Si demain, c'est fait d'une façon industrielle, vous pouvez voir qu'il y a un gros risque pour tout le monde. Dernière question, Marc Menon. Est-ce que le risque n'est pas d'encourager une sorte d'observation des uns et des autres et qui conduise à la malveillance et à la délation? En fait, le problème, encore une fois, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais je pense que tout ce qui concerne le doxing ou des choses comme ça, encore une fois, on le disait tout à l'heure avec M. Bocoté, c'est que c'est du deux poids, deux mesures. Moi, je l'observe sur les réseaux sociaux, il y a quand même du doxing qui se fait d'une partie de l'échiquier politique, n'est jamais dénoncé. Alors que On est d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque, à un moment donné, que ce soit la perversion de votre système involontaire, mais que voilà... Vous avez raison qu'il faut un équilibre, parce que si vous faites tout sur les réseaux sociaux demain, que tout le monde est entre guillemets caché dans sa tanière en train de dénoncer l'un et l'autre, oui, là on a un risque. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, je me rappelle lorsque la présidente de l'Assemblée nationale vous avait répondu sur un sujet, on a parlé de cette flamme du soldat inconnu et cet homme qui vient allumer sa cigarette. Il y a eu beaucoup d'images très fortes et beaucoup d'informations très fortes que vous avez révélées, relayées. Merci infiniment. C'était particulièrement important pour nous d'avoir votre témoignage. Merci à vous. Quelqu'un d'anonyme qui, lui, prend son destin en main, en tout cas celui de la France entre ses mains et se dit: je ne veux pas me contenter de ce qu'on me donne. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ça va mieux? Merci beaucoup, Christine. Ça va mieux? Vous vous sentez mieux? Très bien. C'était clair ce que vous avez dit. C'était très clair, merci. Vraiment. Dernière partie, Mathieu Bocoté, Jean-Luc Mélenchon n'en est pas à sa première déclaration radicale, mais il a peut-être étonné lors de son université d'été en menaçant de mettre en prison les préfets qui intimideraient ses députés. Est-ce qu'il a vraiment dit cela et dans quel contexte? Alors, je me suis posé la même question. Alors, c'est en lien avec ce qu'on vient d'entendre. J'aimerais d'abord dire un bon mot à propos du JDD qui a sorti cette information. Alors, c'est très particulier parce que normalement, de telles... Pardon? C'est Boulevard Voltaire, je crois. Ah ben mon Dieu, les deux ensemble. Alors moi, je l'ai vu sur le JDD, mais vous voyez... Mais qui a pris un tweet de Boulevard Voltaire, mais c'est pas grave. Je dirais du bien les deux, parce que voilà des informations qui normalement ne circulaient pas dans l'espace public. C'est ça. Et là, on a accès dans l'espace public à des informations qui autrefois étaient invisibilisées. Donc, Jean-Luc Mélenchon dit, je vais citer exactement... Alors, il dénonce le contexte, il dit « Certains préfets intimideraient mes députés, les députés insoumis, en portant plainte notamment pour leurs propos, généralement en ce qui touche à Gaza. » Donc, il porte plainte, c'est de l'intimidation. Et là, il dit « Aucun préfet n'a de pouvoir d'interpréter la nationalité d'une élue du peuple, Rima Hassan. Vichy, c'est fini. Vous avez perdu. Nous vous mettrons en prison avant que vous nous y mettiez. » Alors, j'ai lu, j'ai relu, et il le dit clairement. Donc, on est dans une conception claire du mélenchonisme. Il nous dit, nous sommes en guerre, et je vous mettrai en prison avant que nous y mettiez. Bon, c'est assez clair. Alors là, il y a deux choses. Nous sommes étonnés, évidemment, parce qu'on avait pris l'habitude en démocratie depuis quelques décennies de croire que c'est un débat d'idées. On gagne des élections, on en perd, on impose des idées, d'autres nous les imposent, mais avec une censure de la violence. Ah ben là, non. C'est décomplexé. Je vous mettrai en prison. Nous vous mettrons en prison. Donc ça, c'est l'étonnement. Ensuite, l'absence d'étonnement. Sommes-nous vraiment surpris de voir que Jean-Luc Mélenchon, qui a une psychologie assez autoritaire, je pense qu'on peut dire ça, affiche son désir décomplexé de mettre ses adversaires en prison? Et soyons encore plus honnêtes, est-ce qu'on est surpris de voir un communiste, ce qu'il a toujours été, vouloir mettre ses adversaires en prison? Le propre d'un communiste, c'est de mettre ses adversaires en prison. On appelle ça l'histoire du communisme. Et ce vieux trotskiste qui est Mélenchon, ce qui n'est pas une insulte, c'est une identification, veut mettre ses adversaires en prison. Alors là, on est aussi dans une rhétorique vengeresse, il faut le dire.
Nous prendrons le pouvoir et nous purgerons l'État de ceux qui se sont opposés à nous. Je cite encore une fois. Tous ceux qui se seront abaissés à ces tentatives d'intimidation ne bénéficieront pas de la part d'un gouvernement insoumis de la prescription. Autrement dit, nous faisons des listes, nous gardons à l'esprit qui se sera opposé à nous, et le jour venu, sachez que nous serons sans merci, nous serons sans pitié. Au moins, il est clair dans ses intentions. Et il ajoute, parce qu'il s'indigne, là, soudainement, Mélenchon, il met la tenue du défenseur de la liberté d'expression. Quel genre de pays sommes-nous où un élu du peuple, avec une position politique qui n'a rien de secret, car on l'assume à l'Assemblée, au Parlement européen, dans la rue, doit répondre pendant des heures à un policier qui lui demande quelle est son analyse du conflit, comment il caractérise le Hamas? C'est la France, ça? Demande Jean-Luc Mélenchon. Alors, je poserai la question, c'est une excellente question qu'il pose, mais j'aimerais savoir si ça s'applique à tout le monde. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon considère qu'il est légitime, qu'il y ait de l'intimidation juridique d'intellectuels, de politiques, d'élus, de la droite nationale ou d'ailleurs, pour leurs idées, la volonté de les traîner toujours devant les tribunaux, la volonté de transformer tout point de désaccord en délit, la volonté de faire fermer des chaînes télé, la volonté de faire fermer des chaînes radio, la volonté, autrement dit, de transformer en délit tout ce qui s'oppose à l'idéologie des insoumis? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va s'opposer aussi à cette pénalisation, cette criminalisation des idées qui ne sont pas les siennes, ou est-ce qu'il réclame la liberté d'expression absolue pour lui, mais pas pour ses adversaires? Alors, pour son autre questionnement plus loin, Jean-Luc Mélenchon est-il le seul à faire de telles menaces? Je pense qu'il est le seul à être dans l'ivresse de la radicalité. Alors, il est très heureux de dire ça, il vient de franchir un cap. Mais soyons sérieux, cela dit. Des gens qui sont devant les tribunaux pour leurs idées, on en connaît déjà. Hein? Celui qui autrefois était à ce poste, Éric Zemmour, est souvent devant les tribunaux pour ses idées, pour ses propos. Des gens qui payent des amendes pour ce qu'ils ont dit publiquement. Des gens qui sont menacés ou qui sont frappés d'inéligibilité pour ce qu'ils ont dit publiquement. Eh bien, tout ça participe à l'époque. La censure, elle existe déjà. La volonté d'enfermer ses adversaires, de les faire taire, de les coffrer, de faire en sorte qu'ils ne puissent plus parler publiquement, elle existe déjà. Jean-Luc Mélenchon franchit une étape. Il veut explicitement mettre les gens en prison. J'en tire une conclusion toute simple. Il n'y a plus de consensus dans nos sociétés, non plus culturel, non plus idéologique. Il n'y a même plus de consensus sur la manière de résoudre les problèmes. Il n'y a même plus de consensus sur l'idée que la violence, on ne peut pas y avoir recours pour régler nos problèmes. De ce point de vue, les consensus de base se sont effondrés. Jean-Luc Mélenchon en tire les conclusions. Ses adversaires, il les veut en prison. Observons la société, observons nos politiques. Merci à tous. Jonathan, comment ça va? Très bien, et vous? Merci. Merci infiniment de nous avoir fait confiance pour votre premier passage télé. On continuera de vous suivre. Merci de nous alerter. Donnez-nous quelques infos aussi quand vous en avez. Et merci encore pour votre courage. Le courage d'avoir envie de sauver la France. Excellente suite de programme. L'heure des Pro 2, Pascal Pro.